beaucoup de mal lorsque, au nom de la laïcité, des gens font montre de leurs croyances religieuses publiquement, les revendiquent publiquement et les affichent publiquement. Je pense que la laïcité, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il y a une séparation entre le fait religieux et l'État, ça ne veut pas dire qu'on est contre le fait religieux. Bien sûr que chacun a le droit d'avoir sa croyance et la République française reconnaît tous les cultes et toutes les croyances. En revanche, les croyances doivent rester du domaine de l'intime. Je pense que, pour répondre directement à votre question, effectivement, nous avons une attitude de provocation de la part d'une minorité de personnes qui sont effectivement, que je considère comme extrémistes et qui entendent, si vous voulez, occuper l'espace public. Je viens d'un pays, l'Égypte, qui, dans les années 60, ressemblait beaucoup au Caire, par exemple, à Paris, dans les modes de vie, etc. Et pourtant, c'est un pays musulman. Les femmes étaient très peu voilées. Il n'y avait pas cette ostentation religieuse dans l'espace public. Et on s'aperçoit que malheureusement, quelques dizaines d'années plus tard, tout cela a changé. Donc la question que je pose, c'est que quand on me dit que la pratique de l'islam rend indispensable le fait de se voiler, le fait d'avoir un certain nombre de comportements ostentatoires dans l'espace public, moi j'ai juste une question à poser. Comment se fait-il qu'en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, il y a 50 ans, les femmes étaient occidentalisées, libres, respectées, etc. Et comment se fait-il que 50 ans après, les mêmes, parce que c'est des musulmans toujours, les mêmes nous expliquent qu'il faut se voiler, qu'il faut affirmer son identité religieuse dans l'espace public. Donc, de deux choses l'une, si vous voulez. Où on nous explique aujourd'hui que les mères et les grands-mères des jeunes filles voilées qui ne l'étaient pas étaient de plus mauvaises musulmanes, ou alors il y a quelque chose, on a réécrit le Coran entre-temps pour rendre obligatoire les signes ostentatoires religieux dans l'espace public. Oui, mais là, ça nous rappelle un petit peu la polémique qu'avait créée Éric Zemmour avec la chroniqueuse sur le changement de nom. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, non, mais on a bien compris que vous n'aviez pas eu de problème à changer de prénom et en tout cas à adhérer à une nation en changeant de prénom pour s'assimiler. Voilà. Très bien. Mais le prénom que vos parents ont dû vous donner probablement avec amour. Non, ils ne l'ont pas donné avec amour. Non, ils l'ont donné parce que c'était dans le contexte de l'Égypte des années 70. Il y avait une guerre confessionnelle et on m'a donné un prénom qui ne me faisait pas me casser la gueule dans les cours de récréation. Et j'ai été baptisé avec le prénom Jean. C'est pour ça que je l'ai repris quand j'ai été naturalisé. Vos parents vous ont donné un prénom dans un contexte, mais la réalité, parce que le prénom, j'ai presque envie de dire, c'est le présent. Le futur, ça reste quand même votre nom de famille, mais si votre nom continue à se perpétrer. Exactement. Donc à quel moment en fait on commence et à quel moment on se termine? Est-ce que vous partagez le fait qu'il faudrait changer aussi le nom de famille à un moment donné s'intégrer encore plus? Parce que bon, s'appeler Jean Cader ou s'appeler Rosa Méziane, est-ce que vous connaissez le nom d'origine de Charles Aznavour? Est-ce que vous connaissez le nom d'origine d'Yves Montand? Est-ce que vous connaissez le nom d'origine d'Henri Verneuil? Tous ces gens-là avaient des noms étrangers et pour s'assimiler à la nation française ou d'Henri Charpak, etc. S'appeler Iman ou s'appeler Mamadou, ça ne fait pas des bons Français. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous avons eu un système qui a d'abord abrogé le décret qui obligeait les gens qui rentraient dans la nationalité française à avoir un prénom dans le calendrier. Le système idéologique français a cultivé les identités alternatives. C'est pas un bon français, un entrepreneur. Zinedine Zidane, ce serait pas un bon français? Non, mais maintenant, si vous voulez, tout ça, ce sont pas des prénoms français au sens historique du terme, mais ce sont des Français. Voilà. Des Français qui adhèrent à la nation, des Français qui sont des réussites. Ce que je veux simplement vous expliquer, c'est que effectivement, si votre seule différence, c'est la différence de nom et de prénom, mais que par ailleurs vous adhérez pleinement, etc., il n'y a pas de problème. Je veux dire simplement que c'est des cercles concentriques. Nous avons une identité nationale française qui a été forgée par l'histoire. Plus vous allez vous en rapprocher, moins vous allez subir de discrimination. Plus vous allez vous en éloigner, plus on va vous traiter comme quelqu'un de différent. C'est tout. C'est que le système qui gouverne la France depuis une quarantaine d'années est un système antinational de négation de l'identité française. C'est-à-dire que tous les étudiants en fait ont décidé de nier l'identité française. Ils n'ont pas juste vu une jeune femme qui pouvait bien les représenter. Sur ce désert identitaire dont d'ailleurs Emmanuel Macron est l'ultime incarnation, fleurissent effectivement des identités alternatives qui n'ont rien à voir avec l'identité historique du pays. Au même titre que quand on vous voit un Français et pas un immigré égyptien,
vous pouvez pas vous dire que cette jeune femme, ils ont juste vu une personne pertinente qui pouvait défendre leurs intérêts plutôt que de voir une femme voilée. Je vous pose la question. Alors la question, je vais vous répondre. Demain, je vais aller en djellaba quelque part et on verra si les gens me considèrent comme un Français ou pas. Non, mais là, on n'est pas sur un djellaba, on est sur une personne qui est habillée. Voilà. Non, mais la personne là, elle n'a pas une tenue traditionnelle. Elle est habillée à l'occidentale, si on doit faire des comparaisons. Non. Si, elle porte un tailleur vert. Elle porte un tailleur vert. Elle est habillée à l'occidentale, excusez-moi. Exactement. Attendez, je préfère voir des femmes habillées comme vous qu'habillées comme elles. Excusez-moi. Ah mais vous êtes permis quand même de me traiter de Silicon Valley et d'agent de charme de l'islamisme. Donc comme quoi, c'était pour la boutade. C'était une blague et puis vos prises de position. C'était sexiste. Vos prises de position à ce moment-là étaient pour le moins ambiguës. Mais on va pas parler de ça. Je constate simplement que mon contradicteur aujourd'hui s'acharne à m'appeler Messiha. D'accord ? Moi je l'ai pas appelé Aziz. Je l'ai appelé Aziz. Donc lui me considère encore comme un étranger en m'appelant avec la consonance étrangère. Moi, je l'appelle en prononçant son nom à la française. Voilà. Qu'est-ce que vous allez répondre ? Il est mal là. Non, il est pas mal. C'est un point de détail dans l'histoire, dirait l'autre. Parce que j'ai une haute estime de la France. Comparé avec des pays en voie de développement, c'est pas très flatteur pour la France. Mais comparé avec les États-Unis, comparé avec la Norvège, vous êtes bien dédaigneux. L'Allemagne, vous êtes bien dédaigneux avec l'Australie. Vous êtes bien dédaigneux vis-à-vis. Attendez, et voyez cette liberté que les gens ont. C'est pas notre modèle. C'est pas notre modèle. La liberté, c'est le premier mot. C'est pas notre modèle. Non, excusez-moi. Liberté, égalité, fraternité. Il est écrit sur les frontons et dans nos valeurs, liberté. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Non mais alors cette femme, vous l'associez donc comme la journaliste au terrorisme ? Ah non, j'irai pas jusque-là. Parce que c'est l'association qui a été faite, le fait de remettre le... Je vais vous dire, vous savez, l'histoire... D'abord, je n'aime pas beaucoup votre regard légèrement dédaigneux sur les pays du Maghreb. Je vous rappelle quand même que notre audience aujourd'hui, c'est quand même des gens pour beaucoup issus de l'immigration. Donc je ne ferai pas comme vous pour les insulter, d'accord ? Ça, c'est la première chose. Donc, mais ce sont des Français qui nous écoutent, encore une fois, vous trompez. Non, mais attendez, mais... Allez-y. Non, mais ce sont des Français, bien sûr, mais ce sont des Français qui ont des origines comme moi. Ce sont des Français qui ont des origines comme moi. Donc, moi, je n'aimerais pas que vous me disiez que l'Égypte est un pays arriéré et attardé avec lequel il ne faut pas se comparer. Vous avez valorisé l'Égypte tout à l'heure parce que j'ai entendu que Le Caire et Paris étaient sur le même piédestal dans les années 60. Non, c'est très intéressant. J'ai parlé de l'identité. J'ai dit qu'à l'époque, effectivement, la plupart des femmes, notamment dans les universités françaises, étaient habillées comme à la Sorbonne. Ouais. Voilà. Et à l'époque, attendez, je vais juste finir parce qu'il faut bien reprendre la manière dont les choses se passent. À l'époque, dans les années 60, dans les pays arabes, vous aviez aussi des syndicats d'étudiants de gauche qui laissaient entrer les premières femmes voilées dans l'université en disant il faut les accepter, il faut les accueillir, ça s'appelle la liberté. Le problème, c'est que ces femmes-là sont devenues aujourd'hui majoritaires dans ces universités-là. Aujourd'hui, à l'université du Caire, c'est quasiment une université du Golfe. C'est-à-dire que les femmes sont soit voilées, soit en niqab. Eh bien, rendez-vous compte que si maintenant, une femme veut arriver en mini-jupe dans l'université du Caire, elle est jetée dehors, elle est traitée de tous les noms. La loi, effectivement, c'est la liberté de faire ce que vous voulez. Mais la loi, c'est aussi la liberté pour un employeur ou pour un propriétaire de louer à qui il veut ou d'embaucher qui il veut. Mais de ne pas refuser. Attention, parce que là, vous laissez faire croire. Vous laissez croire n'importe quoi. D'abord, vous laissez croire que les employeurs sont des discriminants, alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est des compétences et de la rentabilité. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Si je peux reprendre. Mais non, mais je vais vous répondre. Et vous aurez tout le loisir de me répondre. Ce que vous êtes en train de dire, et on va peut-être répéter pour les auditeurs parce que c'est important. Un employeur, comme un propriétaire, n'a pas le droit de discriminer pour des raisons religieuses. Mais il le fera pas. Ce que vous avez c'est le contraire. Il le fera. Non mais attendez. Il a le droit de choisir qui il souhaite sur la base des compétences ou sur la base des revenus. Mais c'est pour ça que je vous dis que les choses ne se réduisent pas à la loi. C'est-à-dire qu'un propriétaire ou un employeur peut refuser quelqu'un qui affiche un particularisme sans lui écrire on vous embauche pas, on vous donne pas le logement parce que ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que si une personne veut trouver un logement ou un travail, il faut qu'elle enlève son particularisme. Sous-entendu, il faut qu'elle enlève tout ce qui peut être visible sur sa religion. Je pense qu'elle aura plus de chance comme ça. Vous êtes en train de légitimer les discriminations, en fait. Je ne suis pas en train de légitimer les discriminations. Je suis juste en train de dire, mais on constate, vous constatez comme moi... On le constate tous, les questions de discrimination. Les questions de discrimination. Donc, il faut à un moment se poser la question du pourquoi.